Bonjour la famille Langue Culture, j'espère que vous allez bien. Donc voilà un petit cours consacré à la poésie, à la versification. Nous allons communiquer et discuter ces composants, c'est-à-dire la terminologie de la versification, et vous allez comprendre simplement de quoi s'agit-il. Ok? Donc voilà, dans un poème, on ne parle pas de lignes, mais plutôt de vers. Attention, quand vous analysez, vous faites un commentaire composé, ne dites pas au niveau de ligne 3, vous dites plutôt au niveau du vers 3, etc. D'accord? Donc, quand on analyse un poème, il faut savoir nommer les vers selon le nombre de syllabes, bien sûr. Donc, ce sont les syllabes, plutôt euh, les vers les plus fréquents. C'est le vers de 8 syllabes, on dit octosyllabe. Vers de 10 syllabes, décasyllabe. Un vers de 12 syllabes, ça s'appelle un alexandrin. D'accord? Donc, ce sont les appellations, ou plutôt ce sont les structures les plus employées en français. Repérez également le E muet et le E qui se prononce. Attention, au niveau de la poésie, il faut savoir quand prononcer le E et quand on ne le prononce pas. Ok? Donc un E devant une voyelle ou un E devant un H muet ne se prononce pas. Devant une voyelle. Voilà un exemple. Près de la passe une cigogne. Donc on a passe, le E ne se prononce pas. On ne dit pas passe parce qu'on a une après. D'accord? Même enfin. Mais si on a le, la consonne, ça doit être prononcé après le E. D'accord? Une histoire, donc c'est à la fin. On ne dit pas une histoire re. Non, c'est pas possible. En fin de vers, on ne compte pas un E. Et en fin de mot, c'est ça le même exemple de histoire. Donc la raison du plus fort est toujours la meilleure. On ne dit pas la meilleure. D'accord? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nommer les strophes selon le nombre de vers. Donc, on a distique, strophes de 2 vers. Ce sont les strophes les plus fréquents, les plus connus, les plus courants. Donc, tercet, strophe de 3 vers, vous connaissez déjà, je pense. Quatrain, strophe de 4 vers. Quand on a 5, on dit quintile, quintile, 6, sisin, etc. Donc, remarque, un poème. Donc, on parle ici des formes de la poésie ou les formes fixes. Donc, un poème composé de 2 quatrains et de 2 tercets s'appelle un sonnet, comme les sonnets de Joachim du Bellay. Les rimes, passons maintenant aux rimes. Quand on a de rimes A, B, B, rime, ça veut dire les sons qui se répètent à la fin du vers, c'est ça la rime. Donc, A, B, B, rime plate. A, B, rime croisée, vous voyez. Donc, embrasser, A, B, B, A. Vous voyez, les rimes sont embrassées dans ces cas-là. Donc, au niveau de la qualité de la rime, on parle de qualité rime, riche, pauvre, suffisante, etc. Donc, quand on a un seul son commun, jardin, on a un. Jardin, lointain, un, qui se répète. Rime pauvre, il n'y a pas beaucoup de sons qui se répètent. Fourmi, souris, i. Rime suffisante quand on a 2 sons communs, 2 sons qui se répètent. Une œuf, un bœuf, œuf, fait, fait 2 sons. Lourd, ou, r. Sourd, donc 2 sons qui se répètent, rime suffisante. Rime riche, quand on a 3 sons communs et plus. Lourde, sourde, on a ou, r, d, 3 sons. Éternel, etc. Redoutable, épouvantable. Voilà la répétition de 3 sons au plus. On dit que c'est une rime riche. De plus, une rime est dite masculine. Attention, le genre, hein. Attention au genre de la rime. Une rime est dite masculine quand elle se termine par une consonne ou une voyelle prononcée. Une œuf, un bœuf. Donc on a la consonne à la fin. C'est une rime masculine. Beauté, on a une voyelle qui se prononce. Beauté, fierté. Vous voyez, c'est une rime masculine.
Quand on a une rime féminine, quand elle se termine par un E muet, ça veut dire le E muet, ça veut dire un E qui ne se prononce pas. Mousse, dus. On ne dit pas de ce. D'accord, dus. Magnifique, pacifique. Arbre, marbre. Donc, E se prononce pas, c'est une rime féminine. Donc, repérer un enjambement. Donc, on parle dans ce cas-là de ce qu'on appelle un écart par rapport à la norme, entorse. D'accord? Donc, repérer un enjambement, un rejet et un contre-rejet. L'enjambement et rejet, c'est presque la même chose, mais la différence, c'est au niveau de la taille de l'enjambement. Quand il s'agit d'un long prolongement, dont le vers suivant, c'est l'enjambement. Quand on a un petit prolongement, ça s'appelle un rejet. On va voir. Donc, enjambement se produit lorsqu'une phrase commence à un vers qui se termine au vers suivant. Vous voyez? Donc, le cygne chasse l'ombre avec ses larges palmes et glisse. Voilà, le vers, la phrase n'est pas encore terminée. On la termine dans le vers suivant. Donc, ça, c'est un rejet. On a le rejet ici, église. Si église et s'envole, on peut parler de l'enjambement. D'accord? Le duvet de ses flancs est pareil. Voilà l'enjambement. Deuxième enjambement, c'est ça l'enjambement. Le duvet de ses flancs est pareil à des neiges d'avril. Donc voilà, le vers n'est pas encore terminé à pareil. On doit passer jusqu'à des neiges d'avril qui croulent au soleil. Vous voyez, donc ça, on parle de l'enjambement. Passons maintenant au contre-rejet. Contre-rejet, c'est le contraire du rejet. Et la partie de la phrase qui commence en fin du vers. Voilà, souvenir, que me veux-tu? Voilà, on commence ce vers ici dans le premier vers et on le termine dans le vers suivant. Le temps faisait voler la grive à travers l'air atone. C'est ce qu'on appelle le contre-rejet. Passons maintenant au repérage des répétitions de sons. On a l'allitération et l'assonance. Je pense que vous connaissez déjà la différence. Donc, allitération, voilà l'astuce pour distinguer entre les deux. Donc, la répétition des sons. Quand on a la répétition des consonnes, on parle de l'allitération. Vous voyez, répétition d'une consonne ou d'un groupe de consonnes dont des mots qui se suivent produisent un effet d'harmonie imitative et ou suggestive. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Jean Racine, Andromaque. Donc voilà la répétition de la consonne S qui se répète. Donc on a allitération. Donc pour l'astuce, qu'est-ce qu'on a à la fin de l'allitération? On a consonne. Donc c'est la répétition des consonnes. Voilà l'astuce. Assonance. Qu'est-ce qu'on a à la fin de assonance? On a E. Donc la répétition des voyelles, tout simplement. Une assonance, répétition d'un même son vocalique de voyelles dans une phrase. Où se trouve Malou, Bigou, Bigour? L'assonance a ici un effet humoristique. Donc, astuce que j'ai déjà signalé. Allitération se termine par un N, répétition d'un son consonne. Donc, passons maintenant à un élément très important, c'est qui concerne l'hémistiche, la césure, etc. Donc, voici quelques mots du vocabulaire de la poésie. C'est très important de les repérer et de les maîtriser. Donc, on a hémistiche, moitié d'un vers, donc particulièrement l'alexandrin. Donc, alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes. On le sépare en deux parties. Donc, la première partie s'appelle hémistiche, deuxième partie, c'est deuxième hémistiche. Marqué par un repos ou pas. Donc, la pause entre les deux hémistiches, ça s'appelle césure. D'accord. Limite rythmique, césure, c'est une limite rythmique à l'intérieur d'un vers, théoriquement suivi d'un repos. C'est une pause entre deux hémistiches, ça veut dire six syllabes. 6 syllabes plus 6 syllabes, ça va donner alexandrin. Donc la césure coupe le vers alexandrin en deux hémistiches. Rien n'est beau que le vrai. Ah, voilà un très bon exemple. Rien n'est beau que le vrai. Premier hémistiche. Pause. On a deux barres obliques. C'est la césure, la pause. Le vrai seul est aimable. Deuxième hémistiche. Voilà un très bon exemple. Rien n'est beau que le vrai. Le vrai seul est aimable. Un vers de voileau.
de Boileau, pardon. Donc, dans ce cours, j'ai oublié de vous signaler un point très important, c'est la différence entre diérèse et synérèse. Attention, diérèse et synérèse, c'est très simple. Donc, diérèse, c'est tout simplement lorsqu'on coupe une syllabe que l'on regroupe habituellement en une seule structure. Par exemple, lion, lion, un lion. Donc, lion, c'est une seule syllabe, mais on la sépare pour des raisons de la mesure, d'accord? Pour des raisons de la structure du verbe. Donc, on dit lion, lion. Voilà, c'est ce qu'on appelle la diérèse. En ce qui concerne la synérèse, c'est le fait de prononcer, de regrouper. Alors, diérèse, séparer une syllabe. Synérèse, c'est regrouper une syllabe que l'on sépare habituellement. Par exemple, hier, hier, on dit hier. Vous voyez, hier. On ne dit pas hier. D'accord? Pour lion, on dit lion, c'est la diérèse. Synérèse, hier, pas hier. D'accord? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à notre chaîne Langue et Culture en cliquant sur le fameux bouton rouge, s'abonner et à bientôt.